Bonjour à tous. Je vais commencer par une brève présentation de la société pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Voilà, donc Financière Galilée existe depuis 22 ans. C'est une société de gestion qui est totalement indépendante dans le sens où elle est détenue par la famille Michali, mais également par ses salariés, qu'elle est indépendante de tout réseau bancaire et assurantiel. Et je dirais que c'est le gage finalement de l'indépendance dans notre gestion et évidemment de pouvoir sélectionner tous les supports qui nous paraissent, après analyse, être les meilleurs dans chaque catégorie, sans avoir de contraintes groupe, sans avoir de contraintes bancaires, sans avoir de contraintes d'un top management. Et ça, c'est vraiment notre ADN principal. Voilà, on a 3 expertises principales qui sont évidemment la sélection de fonds, la sélection de titres et la sélection de solutions structurées. Donc, la sélection de fonds, en un mot, est opérée par un processus en 6 étapes, chacune éliminatoire, qui existe depuis 2014. La sélection de titres qui nous intéresse aujourd'hui, je laisserai Damien vous expliquer dans le détail quel est notre process, et la sélection de solutions structurées, qui est une expertise plus récente chez nous, mais qui est la dernière étape, je dirais, d'une stratégie qu'on a mis en place pour pouvoir créer des portefeuilles et des allocations extrêmement diversifiés et qui nous paraissent aussi avoir du sens et de la cohérence avec des actifs qui rentrent en harmonie dans le portefeuille. Et voilà, pour ce qui est de la société de gestion, donc 10 collaborateurs, on existe depuis 2000, donc nous sommes en 2022, ça fait 22 ans. Une indépendance totale, j'en ai déjà parlé, et surtout des modèles propriétaires. Donc, modèle propriétaire de sélection de thématiques, tout en haut, et les 2 modèles de sélection de titres et de sélection de fonds qui vont nous permettre, lorsqu'on a choisi nos thématiques, si on est dans le cadre d'une gestion thématique, d'aller chercher les bons supports, les supports qui nous paraissent être les plus cohérents, que ce soit des supports titres vifs ou que ce soit des supports sélection de fonds. Voilà. Comment vous parler de Financière Galilée sans évoquer sa dimension internationale? On a des dépositaires, donc des banques dépositaires partenaires en France, en Suisse et au Luxembourg. Donc on est à Strasbourg, ce qui nous permet d'être au carrefour un peu de ces 3 législations en termes de placement. Et surtout, on a beaucoup développé l'offre assurantielle luxembourgeoise, avec aujourd'hui 12 compagnies partenaires au Luxembourg et la possibilité de créer des feeds avec nous, des FIC également, avec les fonds déposés toujours en France, au Luxembourg ou en Suisse. Et donc, nous avons énormément travaillé depuis 2013 sur cette offre luxembourgeoise. Et enfin, l'équipe. Donc, à la gestion, nous avons bien sûr Damien, ici présent, qui va nous parler des titres vifs. Moi-même, qui suis gérant depuis 2013. Nous avons Antoine, qui est notre analyste, et Aurélien, qui va aussi nous parler des titres vifs aujourd'hui. Au développement, nous avons Com, que vous connaissez sûrement. Et puis, au risque et à la compliance, nous avons Sandra, qui est avec nous depuis plus de 16 ans maintenant. Pablo, qui est le risk manager que nous avons embauché dans le cadre de notre agrément pour les produits structurés, et Dominique, qui est notre juriste. Voilà. Damien, je te laisse te présenter. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous et merci de vous être connectés ce matin pour ce premier webinaire sur notre gestion titre vif. Alors, simplement pour
ceux qui nous connaissent peu ou pas encore, donc pour ma part, je suis gérant action et multigérant également chez Financière Galilée depuis 2015. Hein, ça fait 7 ans que je suis gérant, et puis on co-gère donc avec Ronnie notamment les stratégies de fonds thématiques. Et pour ma part également gérant principal du fonds Galilée Innovation Europe, qui est un fonds de stock picking, donc en titre vif sur les sociétés européennes, qu'on gère depuis un petit peu plus de 4 ans. Et donc, on a développé également une expertise en gestion titre vif pour nos clients privés. Un mode de gestion qui est parallèle à celui de la multigestion qu'on propose également à nos clients privés. Et on a mis en place un petit peu les mêmes grands principes que ce qu'on applique sur le fonds Galilée Innovation Europe au service de notre clientèle privée. Donc, on va vous parler de gestion sous mandat, de titres vifs et les grands principes de notre vision de l'investissement lorsqu'on investit directement dans des sociétés. Alors, on a d'une part une approche patrimoniale de l'investissement en actions, et cette notion d'investissement patrimonial, elle se fait sur un patrimoine diversifié du point de vue du client, et une poche qui est dédiée à l'investissement en risque, hein, donc à l'investissement en actions. Et qui dit risque dit horizon d'investissement long, hein, comme toujours. Donc, on cherche à valoriser le capital sur un horizon de temps de 5 ans et plus, hein, 5 ans à minima, avec une approche qualité. Et cette approche qualité, elle est également présente dans le fonds Galilée Innovation Europe, et on la met en pratique également dans nos mandats privés. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce qu'est cette notion de qualité pour nous lorsqu'on fait du stock picking. Le deuxième grand point, c'est mettre en place une gestion active très différente des indices. C'est tout l'enjeu de faire du stock picking aujourd'hui et de sélectionner des sociétés dans un portefeuille, c'est d'être différent de ce que proposent des indices, auquel cas il suffit d'investir dans un ETF. Donc ça n'a pas tellement de sens. Nous, on cherche vraiment à proposer un produit différenciant, une gestion qui soit de bon sens également, et qui permet d'accompagner justement la création de valeur de ces sociétés de qualité dans le temps. Et enfin, le troisième grand principe, lorsqu'on gère en action, on a un profil dynamique, et on sait que historiquement, sur très longue période, ce sont bien les actions qui rémunèrent les investisseurs le mieux dans le temps. Si l'on accepte la volatilité de cette classe d'actifs, qui est inhérente à cette classe d'actifs et qui est un petit peu la prime à payer pour obtenir un rendement historiquement de 7% annualisé, hein, sur les 30-40 dernières années, il faut accepter cette volatilité un petit peu de court terme. Les caractéristiques de nos mandats de gestion, en pratique, comment est-ce qu'on les gère? 2 portefeuilles types qu'on duplique sur chacun des comptes. Pour les allocations PEA, on investit en actions européennes, donc on a un portefeuille qui est composé uniquement de sociétés européennes, et un autre portefeuille type, une allocation globale, qui est principalement composée d'actions américaines, européennes et un petit peu de sociétés asiatiques, qui est, elle, dédiée aux comptes titres et aux fonds internes dédiés. Dans ces 2 grandes allocations, on a mis en place une sélection de 20 à 30 sociétés en portefeuille, pas moins, pas plus. Pourquoi? Parce que la théorie économique et financière classique montre que au-delà de 20-25 titres en portefeuille, le risque lié à la volatilité, hein, au risque spécifique de chaque titre, diminue de manière très marginale. Donc, ça ne sert à rien d'avoir 40, 50, 70 titres en portefeuille. De 20 à 30 titres, ça nous paraît être suffisant pour gérer ce risque-là. Et ça nous permet également de pouvoir diversifier le portefeuille sur des business models et des secteurs très différents, tout en ayant également une approche de conviction, donc une contribution potentielle à la performance de chaque titre qui reste significative pour l'ensemble du portefeuille. Donc, ces 20 à 30 titres sont répartis dans 2 poches. Une poche visibilité, qu'on a appelée ainsi parce qu'elle regroupe principalement des sociétés de croissance visible, et une poche tactique sur laquelle on va être un petit peu plus actif, dans le sens où on aura principalement des sociétés plutôt cycliques ou des sociétés plutôt value, qu'on ne peut pas forcément garder à très long terme eu égard à leur business model et au traitement boursier.
Et enfin, la troisième grande caractéristique, plusieurs choix de dépositaires, hein, puisque pour les PEA, donc, le dépositaire est français, pour les comptes titres et les FID, on peut avoir un dépositaire à Luxembourg ou en Suisse. Et la gestion en titre vif, en tout cas pour les PEA, est accessible à partir de 60 000 €. Et on reviendra là-dessus en fin de présentation avec Paume qui vous montrera un petit peu tout le détail des dépositaires. Alors, sur la philosophie de gestion toujours, une slide rapidement que j'aime beaucoup et que j'aime rappeler, c'est une statistique qui a été compilée par nos amis de chez JP Morgan et qui montre un petit peu la performance annualisée de l'investissement en actions sur le MSCI Europe sur très longue période. Donc, ça date un petit peu de 2017, donc c'est pas tout à fait actualisé à 2022, mais c'est un horizon de temps très long de 2002 à 2017 sur 15 ans. On voit qu'un portefeuille entièrement investi progresse d'un peu plus de 4% sur le MSCI Europe par an sur la période. Si les 10 meilleurs jours de bourse sont manqués, la performance annualisée chute drastiquement et passe même négative par rapport à l'investissement initial. Si on rate les 30 meilleurs jours de bourse, on est carrément négatif et les 50 meilleurs jours, j'en parle même pas. Donc, la statistique est terrible et selon nous, elle plaide fortement pour l'investissement lorsqu'on a un profil dynamique, l'investissement en actions de manière importante et de manière continue. C'est très important. Et je pense qu'on peut avoir à l'exemple également il y a quelques semaines, la fameuse séance sur les marchés européens à +7 un mardi, où tout le monde se demandait ce qui se passe. Bon, si on n'est pas investi, on rate ce +7, difficile de le rattraper. Donc, nous, on part du principe qu'un mandat, un PEA est fait par exemple pour être investi en actions. Donc, on investit en actions, on est là pour chercher des sociétés. Donc, on a beaucoup de choix, on verra ça tout à l'heure. Et donc, on milite pour rester investi la majeure partie du temps. Ce qu'on recherche, 3 moteurs de performance. Numéro 1, pour avoir de la performance boursière à long terme, c'est sélectionner des bons business models. Numéro 2, c'est la croissance organique du chiffre d'affaires, de l'amélioration des marges, de la génération de free cash flow. Et donc ça permet de mettre en place une machine perpétuelle de croissance. Le troisième pilier qu'on recherche, c'est la qualité. Donc ça, c'est des retours sur capitaux investis ou sur fonds propres qui sont supérieurs à la moyenne, qui traduisent une création de valeur financière et surtout une bonne qualité bilancielle avec un endettement maîtrisé. Donc ça, c'est les 3 grands points qui, selon nous, dans cette poche visibilité, nous permettent de chercher des sociétés qu'on va pouvoir porter dans le temps. Un exemple parfait, c'est Dassault Systèmes, que tout le monde connaît, c'est une société de software, c'est une des plus belles sociétés de software en Europe. Et on voit sur ce graphe de long terme, hein, sur 10 ans, on voit la progression du cours de bourse en bleu foncé et la progression des bénéfices par action en turquoise. Et on voit, modulo l'inflation des multiples, qui n'est pas prise en compte sur ce graphe, mais on voit qu'à long terme, la tendance du cours de bourse suit la tendance de croissance des bénéfices. Donc nous, c'est ce qu'on recherche. Idéalement, en premier lieu, en priorité, c'est les sociétés qui ont ce profil-là pour pouvoir les intégrer dans nos portefeuilles et profiter des replis ponctuels qu'on peut avoir certaines années pour renforcer nos positions. Et tout l'enjeu, c'est de déceler un petit peu les moments où on va avoir une inflexion de cette croissance des bénéfices par action. Alors, soit à la hausse avec une accélération, soit un retournement baissier qui met à mal le cas d'investissement. Et un exemple parfait, c'est Atos. Là aussi, on a une société française qui est dans le conseil IT. On voit qu'elle a un superbe parcours entre 2010 et 2016-2017. Puis, derrière, le retournement sur le fondamental de la société est sans appel. Et depuis 4 ans, c'est assez compliqué pour une société comme Atos. Donc, nous, ce qu'on cherche à prévoir dans notre suivi au quotidien des sociétés, c'est les moments où le cas d'investissement a changé et où il faut quitter la société et vendre le titre. Privilégier des sociétés visibles, c'est souvent privilégier des sociétés de croissance. Et évidemment, on rentre inévitablement dans le débat value versus croissance. Nous, on pense que, évidemment, sur les 10-12 dernières années, les sociétés de croissance ont été très favorisées par l'environnement de taux d'intérêt, qui a évidemment inflaté les multiples et la croissance à long terme qu'on estime.
pour les valoriser. Mais on a tout de même une partie fondamentale qui explique la surperformance des sociétés de croissance. Et on le voit sur ce graphe avec la croissance des bénéfices par action des sociétés growth et des sociétés value depuis 2008. Et on a eu quand même un certain tournant. Et on voit que lors des phases de ralentissement économique, des phases de récession, les sociétés de croissance soit sont un petit peu plus résilientes que les sociétés value, soit arrivent à repartir plus fortement. Et ça, dans la durée, on a des écarts ensuite de performance économique qui sont significatifs. Donc ça explique, selon nous, une partie non négligeable de la surperformance des sociétés de croissance et on pense que ça va continuer. Sur les sociétés value, par contre, on a une poche tactique sur lesquelles on peut rentrer. Et là, on a un exemple sur Mercedes-Benz. On voit très bien, ex-Daimler, on voit très bien les cycles sur très long terme aussi, sur 20 ans. Et on voit que détenir en buy and hold ce genre de société, c'est très compliqué dans un portefeuille. Donc, il faut idéalement les acheter dans les phases de pic de récession, au moment où plus personne n'en veut, plus personne n'en a dans les portefeuilles. Donc là, typiquement, en 2020, dernière en date, c'était au pic de la crise Covid, en mars ou avril. Donc c'est là qu'il faut les acheter, qu'il faut les rentrer en portefeuille. Et depuis le point bas crise Covid, Mercedes-Benz a pris de 240% à aujourd'hui. Donc le rallye cyclique, déjà en anticipation de la recovery, puis pendant la recovery, a été, je pense, déjà bien entamé. Au niveau de la construction de portefeuille, donc de la sélection à la gestion, on a un process qui a été mis en place, qui est en grande partie assez similaire à ce qu'on fait sur la gestion collective pour Innovation Europe. Donc, on part d'un univers d'investissement assez large, on a plus de 800 sociétés éligibles, avec une sélection quantitative. On analyse ensuite les business models, on valorise les sociétés, on a un modèle de valorisation pour chaque société qu'on entre en portefeuille. On suit évidemment avec notre équipe d'analystes les sociétés dans le temps. À chaque publication de résultats, on met à jour nos modèles de valorisation. On rencontre également les sociétés. On a des brokers qui nous organisent des forums. On va pouvoir rencontrer les dirigeants. Et donc ça va contribuer à augmenter nos convictions et notre connaissance des dossiers pour ensuite les insérer en portefeuille et les suivre pendant la durée de détention. Donc, l'univers d'investissement, je l'ai dit, à peu près 800 valeurs. D'un point de vue ISR, aujourd'hui, on n'a pas de mandat spécifiquement ISR sur la sélection de titres, en tout cas pas encore. Mais en fonction des demandes du client, ça nous est plusieurs fois arrivé déjà, certains clients nous précisent au sein du mandat que certains secteurs sont exclus de par leur volonté en tant qu'investisseurs. Donc, à ce moment-là, si on exclut, par exemple, les sociétés liées au tabac, à l'armement controversé, liées aux jeux de hasard, par exemple, on le précise dans le mandat et on fera en sorte d'adapter notre allocation type en cherchant une alternative en stock picking à une société qui poserait problème par rapport à ces exclusions-là. Donc, on peut mettre en place ce filtre au préalable et ensuite, on a un modèle quantitatif qu'on a développé en interne qui permet de screener l'entièreté de cet univers avec différents critères de croissance, de valorisation, de qualité pour élaguer finalement cet univers et arriver à une watchlist d'à peu près une centaine de sociétés qu'on va creuser en détail et qu'on va suivre de manière plus approfondie. Ce qu'on recherche typiquement en termes de critères pour cette poche visibilité, qui représente souvent entre 50 et 70% de l'allocation, cette poche visibilité, pour nous, les sociétés de croissance défensive, sociétés qui arrivent à croître sur la top line, sur le chiffre d'affaires d'à peu près 5% par an, de manière assez durable, et avec du levier opérationnel, donc une croissance des bénéfices par action de 8% par an. Génération de free cash flow qui permet de réinvestir, de faire du retour à l'actionnaire, de réaliser des acquisitions également. Un endettement raisonnable avec des ratios de dette nette sur EBITDA inférieurs à 2,5. Pour nous, c'est un niveau sous lequel on est assez confortable. Et ces caractéristiques-là nous permettent d'accompagner donc la création de valeur dans le temps. Le cas idéal, c'est d'avoir de la croissance organique dynamique, une amélioration des marges et une expansion des multiples. Donc là, on a le moteur fondamental qui s'allume et le moteur boursier avec le prix, le multiple qui est prêt à assigner le marché à cette croissance plus visible.
Sur la poche tactique, ils sont plus value, plus cycliques, on va les détenir moins souvent, moins longtemps, moins souvent en portefeuille. Ça va être la capacité à bénéficier d'une reprise macro lorsqu'on est dans une phase récessive, avec un potentiel des retours de marge et de valorisation vers les moyennes historiques constatées sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Avec un endettement aussi assez maîtrisé, hein, c'est toujours un socle clé. Et donc là, on va pouvoir entrer certaines sociétés qui correspondent à ces critères en tant que Donc, quand est-ce qu'on achète? Lorsque les critères de croissance et de qualité sont rencontrés. Quand la valorisation nous paraît raisonnable et justifiée, parce que sur les sociétés de croissance et de visibilité, c'est souvent le talon d'Achille. Donc, on cherche vraiment à acheter des belles sociétés au bon prix. La conviction qu'on aura progressivement dans les perspectives futures et la complémentarité du titre éligible avec le portefeuille existant en termes de business model et de risque. Quand est-ce qu'on vend finalement, quand est-ce qu'on prend une décision d'arbitrage? Ça va être lorsque le cas d'investissement est remis en question, comme Atos tout à l'heure, lorsque la valorisation devient selon nous trop élevée et qu'on n'arrive plus à la justifier par rapport à la qualité ou à la croissance de la société. Même la plus belle société qualitative a un prix et on peut arriver au-delà de ce prix avec lequel on est plus confortable. Soit notre conviction est affaiblie, soit on va avoir un risque ESG ou un scandale. Ça, on le prend pas du tout à la légère et on a un exemple là-dessus tout à l'heure. Ou alors, on décèle une meilleure opportunité dans le marché sur une autre société qui, à qualité équivalente, nous paraît avoir un meilleur potentiel et un meilleur business model. Donc, quelques exemples sur nos décisions d'investissement. Alors sur Hermès, par exemple, hein, que tout le monde connaisse, un des fleurons du luxe, une des plus belles sociétés françaises, hein, tout simplement. Durée d'investissement en portefeuille, 19 mois. On est rentré donc dans l'allocation type PEA en avril 2020. Donc évidemment, on n'est pas rentré au point bas, hein, difficile d'avoir de vendre au point haut et d'acheter au point bas, mais on est rentré un peu plus de 600 € et on avait déjà un PE d'à peu près 40 fois les profits. Hein. Donc ça reste un titre très cher, ça a toujours été très cher, mais on avait quand même une bonne opportunité. On a évidemment conservé le titre toute l'année 2020, 2021 et on a commencé à s'alléger en septembre 2021. Donc, le cours était à 1 250 €, un PE qui s'est largement encore inflaté, hein, plus de 15 points de PE supplémentaires. Donc, on a commencé à alléger le titre dans l'allocation et dans les allocations de nos clients. Et sortie définitive sur, je pense, le paroxysme de la spéculation sur ce titre, lorsque les annonces d'entrée dans l'indice Eurostoxx ont été annoncées, le titre a pris 20% en anticipation des achats forcés d'ETF. Là, sur un PE de 70 fois, bon, on est sorti du rationnel, on n'est plus du tout confortable avec ces valorisations-là, et donc on a pris la décision de solder la position. Un autre exemple, c'est le cas Orpea, qui était présent dans notre sélection PEA pendant quelques temps. Et donc là, c'est un cas d'investissement où ça s'est moins bien passé. Hein. Le retour, finalement, sur le titre a été d'à peu près 5% sur la période, dividende inclus, hein, donc c'est assez maigre. Et là, c'est un exemple typique sur le risque ESG et sur l'affaiblissement de notre conviction, puisque on a quand même laissé le temps au titre de progresser, mais ça n'a pas été le cas. Et en octobre 2021, on a eu une première alerte sur des irrégularités comptables. Hein. Le titre avait perdu une dizaine de % dans la séance. Et historiquement, on voit qu'il y a rarement de fumée sans feu. Donc, nous, on prend des décisions un petit peu conservatrices lorsqu'on a des doutes, lorsque notre conviction est affaiblie. On avait aussi une baisse de la conviction sur le business model. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, on a une demande qui est inexorable hein, sur les EHPAD et la démographie va en ce sens. Enfin, voilà, on a des raisons d'avoir des investissements dans des sociétés d'EHPAD privées. Mais on a des doutes sur la compatibilité progressivement du business model avec les prérequis de la bourse. Et les prérequis de la bourse, c'est de la rentabilité, de l'amélioration des marges. Et finalement, est-ce que ce business-là est compatible? Donc, on avait petit à petit des doutes et cette irrégularité comptable nous a fait liquider la position.
Bon, aujourd'hui, on voit qu'on a bien fait de faire attention à ça. Et les cas Wirecard ou Solution 30 ou que sais-je, on a plusieurs exemples, prouvent que ça arrive relativement fréquemment. Donc, il faut être très vigilant sur la partie ESG. Quelques titres qu'on a rentrés récemment. Donc en 2022, là, depuis le début de l'année, on a une forte rotation sectorielle sur les sociétés de croissance et de visibilité. On a rentré Ferrari dans les portefeuilles dans notre allocation PEA. C'est une société qu'on connaît très bien puisqu'on l'a depuis 4 ans dans le fonds Innovation Europe. Et là aussi, on a eu un de-rating assez significatif puisqu'on est passé de 50 fois les profits à 38 fois. Donc, un bon point d'entrée selon nous. Le fondamental reste excellent. C'est une société fantastique d'un point de vue technologique. Plus de 18% de chiffre d'affaires qui est alloué en R&D chaque année, en recherche et développement. Donc, c'est une très forte conviction pour nous. Et le repli du titre nous a permis de l'entrer dans les portefeuilles. Tout comme Téléperformance, qu'on a également depuis 2017, on a fait les premiers achats. Donc, c'est une société qu'on a depuis très longtemps dans cette allocation PEA qui nous a donné toute satisfaction. Et le repli du titre depuis le début de l'année nous a permis cette fois de renforcer un petit peu la position. Au niveau de la construction des portefeuilles, donc on pondère, on a 20 à 30 lignes dans les allocations et on pondère de 2 à 6%, sachant que le poids d'entrée, il est initialement aux alentours de 3 et qu'on laisse vivre ensuite le titre. Donc, il y a une logique un petit peu de momentum où les gagnants prennent plus de poids dans le portefeuille et les sociétés, on dit perdantes, qui se dévalorisent, prennent de moins en moins de poids. Donc, petit peu une logique de momentum. Si on atteint des poids au-delà de 6%, on écrète lorsqu'on a une opportunité. On essaye de pondérer un petit peu plus les large caps qui sont plutôt aux alentours de 4-5% dans le portefeuille et les small et mid caps plutôt aux alentours de 2 et 3%. On a plusieurs types de contrôles également. L'équipe de gestion effectue des contrôles quotidiens sur le contrôle du risque global embarqué dans le portefeuille, des contrôles de pondération, des contrôles de limite d'exposition par secteur, un maximum 30% sur un secteur. Et on monitore également le bêta global du portefeuille et des titres, leur évolution dans le temps, ainsi que la volatilité. On a également des contrôles faits par notre équipe de risque, sur laquelle on a des alertes lorsqu'on a des stop-loss qui sont atteints ou des target price qui sont également atteints. Donc, l'équipe de gestion passe en revue le cas d'investissement et réévalue si nécessaire ou prend une décision de gestion. Donc, nos allocations aujourd'hui au premier trimestre 2022, donc à fin mars. Sur l'allocation PEA Europe, donc on a une poche visibilité qui représente plus de 2 tiers du portefeuille et une poche tactique un petit peu plus donc cyclique value qui représente 1 tiers du portefeuille. Les liquidités en moyenne sont aux alentours de 2 à 3% dans les portefeuilles. Et la tendance ces dernières semaines, c'est d'augmenter la poche visibilité, de réduire un petit peu la poche cyclique. Eu égard aux inversions de courbe de taux, on va dire les anticipations d'une probable récession à venir, d'une période de stagflation, font qu'on est un petit peu plus méfiant sur la plupart des sociétés cycliques. Donc, on a tendance, selon les opportunités, à renforcer cette poche visibilité également dans l'allocation globale US-Europe. Au niveau de l'allocation sectorielle des 2 allocations type aujourd'hui, donc comme je le disais en préambule, on fait une vraie gestion active, du vrai stock picking, on est très différent des indices. Ça signifie qu'on peut nettement surpondérer certains secteurs et on peut également être totalement absent d'autres secteurs. Typiquement, secteur des télécoms aujourd'hui, de l'immobilier ou des services financiers sont absents de nos allocations. On a pu en avoir par le passé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En revanche, on est bien représenté en société du secteur de la santé, du secteur technologique, du secteur de l'industrie et également des matériaux. Quelques exemples de sociétés qu'on a en portefeuille. Donc, dans la poche visibilité au niveau de l'allocation Europe PEA, sur 25 sociétés, on retrouve des noms qu'on a depuis longtemps, LVMH, David et Campari dans les spiritueux, Biomérieux Carl Zeiss dans la santé, Air Liquide ou encore Robertet dans les arômes et les parfums.
Dans l'allocation tactique, plus cyclique ou value, on va retrouver par exemple Adidas, Alten, la SS2I, Airbus ou encore GTT. Sur les principales entrées récentes, je mentionnais Ferrari, on a rentré également Schneider Electric au premier trimestre, qui a là aussi de très belles perspectives dans la transition énergétique. Et sur les sorties récentes, j'en parlais aussi, Hermès est sorti en fin d'année dernière, et également Prosus, qui est un holding d'une société de sociétés chinoises, notamment Tencent, hein, qui est un des leaders du secteur de la communication, du gaming, de l'Internet. Donc, Prosus qui a beaucoup souffert, là aussi notre conviction a été revue à la baisse à cause de problèmes de gouvernance entre les holdings également. Sur l'allocation globale, on va retrouver des sociétés US qu'on connaît bien également. Alphabet, Microsoft sont pour moi les deux meilleurs GAFA, sans hésiter. Dans le secteur de la santé, aux États-Unis également, Eli Lilly, qui est très renommé dans le traitement du diabète, concurrent de Novo Nordisk, qu'on a dans Innovation Europe notamment. Thermo Fisher également dans les équipements pour les sociétés de testing et de pharmaceutique, Nestlé ou encore Air Liquide. Et dans la poche tactique, on va retrouver Nike, Airbus, DSV ou encore le Suisse Sika. Au niveau des fondamentaux de nos allocations, ils sont de très bonne facture, en tout cas conformes aux critères qu'on recherche. Si on regarde la croissance du chiffre d'affaires sur nos allocations, au niveau de la croissance annualisée des 3 prochaines années, on attend plus de 7% pour l'allocation Europe et plus de 9% par an sur l'allocation globale. Donc, on est très au-delà de la moyenne des marchés. Sur le stock 600, on doit être à peu près à 3% aujourd'hui. Donc, on a 2 fois plus de croissance embarquée sur le chiffre d'affaires et sur les bénéfices par action, on est en croissance à 2 chiffres par an. On a des sociétés qui ont des marges également opérationnelles supérieures à la moyenne, 18% de marge opérationnelle, c'est vraiment un gage de qualité, de la génération de cash, un bilan très sain aussi avec très peu d'endettement et une valorisation qui nous paraît certes plus élevée que la moyenne du marché, mais qui nous paraît tout à fait raisonnable par rapport à ces excellents fondamentaux. Donc, on a des valeurs d'entreprise sur chiffre d'affaires moyenne de 3,6 fois pour l'Europe et d'à peu près 5 fois pour l'allocation globale et un PE de 22-23 fois. Donc, on a des valorisations qui nous paraissent loin de niveaux extravagants avec une croissance et des fondamentaux embarqués qui devraient délivrer et qui sont de très bonne facture. Quelques cas d'investissement, je vais laisser la parole à notre analyste Aurélien Lux qui va vous expliquer 2 de nos convictions par allocation sur l'allocation Europe et l'allocation globale. Parfait, bonjour à tous, merci Damien pour cette présentation. Donc, je vais évoquer avec vous, comme le disait Damien, deux cas d'investissement assez intéressants, à la fois au niveau des PEA et également au niveau des comptes titres. Donc là, on peut voir qu'au niveau des PEA, 2 sociétés, donc une société allemande, Carl Zeiss, qui est un des leaders dans tout ce qui est matériel de diagnostic ophtalmologique, donc une société allemande, et Capgemini en France, qui est un des leaders mondiaux du conseil en stratégie informatique et en services numériques. Ce qui est intéressant avec ces 2 cas d'investissement, c'est que finalement, on revient à tous les moteurs de performance qu'a pu évoquer Damien dans les slides précédentes. Au niveau du business model, on a 2 sociétés de qualité qui ont un business model qui proposent beaucoup de produits et de services très différenciants. On peut par exemple évoquer chez Carl Zeiss une multitude de produits, de services, que ce soit au niveau des systèmes de topographie, mais également au niveau du système d'imagerie, pour tout ce qui est lié à la rétine. On a une multitude de services et de produits qui sont proposés à tout le secteur de la santé, notamment donc ophtalmologique. Et Capgemini, c'est pareil. On a aussi un business model qui est solide, une société française qui est, comme je disais, le leader français, un des leaders mondiaux, donc du conseil en stratégie. Donc, on a 2 sociétés qui sont leaders dans leur secteur et c'est quand même une chose assez importante pour nous. Ce qui a également d'important, comme disait Damien, c'est la croissance, donc la croissance organique, une croissance organique de qualité assez forte. Donc, pour Carl Zeiss, on évoque entre 10 et 15% pour les 3 prochaines années selon les analystes. Pour Capgemini, on a plutôt entre 5 et 10%, mais on a quand même une croissance organique qui est assez forte pour 2 sociétés quand même qui sont là depuis longtemps. Carl Zeiss existe depuis 175 ans quand même, donc c'est quand même 2 sociétés qui proposent encore une croissance organique assez incroyable.
Une autre qualité finalement de ces deux sociétés, c'est qu'elles ont la capacité dans un contexte inflationniste aux États-Unis, mais également en Europe, on a pu le voir avec les chiffres de l'inflation la semaine dernière pour les pays européens. C'est des sociétés qui sont capables de répercuter une hausse des prix sur les clients. C'est des sociétés qui ont un pricing power plutôt assez important, donc une élasticité prix assez faible. Et dans un contexte inflationniste, comme on le voit depuis quelques mois, depuis la fin de la pandémie, finalement, il est important pour nous de nous tourner vers des sociétés qui ont cette capacité à augmenter leur prix, à faire passer plutôt une hausse de prix pour le consommateur, donc à maintenir leur marge assez haute. Et on le voit dans l'estimation des marges pour ces deux sociétés, notamment pour Carl Zeiss, on voit une progression, finalement un retour des marges déjà en 2019, mais aussi une progression des marges pour les années qui viennent. Donc, c'est une chose assez importante pour nous. Et le troisième moteur de performance, comme le disait Damien, c'est la qualité, la création de valeur de ces deux entreprises-là, un endettement qui est maîtrisé. Donc, voilà les trois moteurs de performance qui sont complétés pour ces deux sociétés dans la poche PEA. On peut passer à la poche compte titre où on a aussi deux sociétés là de qualité, une société suisse, donc Sika, qui est un des leaders mondiaux de la production de matériaux de construction et d'infrastructure, et Salesforce, qui est le leader mondial des solutions logicielles de gestion de la relation client. Donc, comme je le disais un peu précédemment avec les deux sociétés que j'ai évoquées juste avant au niveau des PEA, c'est deux sociétés qui sont les leaders dans leur secteur, même si, par exemple, le secteur lié à l'étanchéité pour Sika est un marché de niche, mais c'est le leader du secteur dans un contexte aussi où on a des méga tendances, des thématiques qui vont porter aussi ces sociétés-là dans les décennies qui viennent, que ce soit tout ce qui est lié aux smart cities, on a des nouvelles constructions qui vont arriver, notamment dans les pays en développement, ou Salesforce, toutes les révolutions digitales et robotiques qui arrivent, où on voit que c'est des sociétés qui sont leaders dans leur secteur, mais aussi leaders dans ces thématiques d'avenir. Donc, c'est des sociétés qui ont une vision à long terme, qui proposent des choses innovantes et en plus qui ont des niveaux de croissance assez incroyables. Sika encore en moyenne 17% pour les 3 prochaines années selon la moyenne des analystes, et des marges encore qui sont revenues au niveau d'avant crise Covid, mais également qui progressent encore qui vont progresser dans les années qui viennent. Donc, c'est des sociétés qui sont également capables de répercuter une hausse des prix si l'inflation venait à se poursuivre durant des mois et des années, et ça sera sans doute le cas notamment aux États-Unis, comme Salesforce. Mais pour Sika, un autre avantage qu'on voit dans cette société, c'est sa capacité et sa présence finalement dans les pays émergents. Aujourd'hui, ça représente quand même plus de 35% des ventes. Donc, on voit une société capable aussi de s'imposer dans des pays émergents, dans des pays dans lesquels elle n'est pas fondamentalement de base, mais donc on voit des nouveaux marchés finalement et une potentielle progression encore de la croissance via donc ces pays émergents. Et pour Salesforce, on est face à un leader mondial, et donc on est face à un mastodonte finalement américain de toutes ces solutions qui vont être utilisées encore par beaucoup d'entreprises dans les années qui viennent. Et on a aussi on a une vision sur la croissance assez incroyable tirée par les thématiques, comme je disais précédemment. Voilà. Tout à fait, merci Aurélien. Alors, qu'en est-il des performances sur nos allocations et nos mandats en titre vif? Alors, en ce qui concerne l'allocation Europe, sur les 6 dernières années, on est pleinement investi quasiment tout le temps, avec une moyenne par an de plus de 8%. Donc, on est au-delà de ce que donnent les actions européennes sur longue durée. On est dans le mandat, avec des très belles années. En 2021, 24% de performance. En 2020, également année positive, année compliquée, mais année qui termine de façon positive. Donc, voilà, on peut avoir des écarts également avec les grands indices, eu égard à notre approche de gestion active est très différente de la composition des indices. Donc, certaines années, on peut avoir des écarts assez significatifs. Mais dans la durée, c'est bien le stock picking qui délivre et qui génère des performances qu'on retrouve rarement sur d'autres classes d'actifs. Les performances de l'allocation compte titre donc l'allocation globale sont pas encore disponibles parce qu'on a lancé le mandat l'année dernière, donc pas entièrement sur l'année pleine, mais au 31 décembre 2021 sur les allocations compte titre globales, on était aux alentours de 23% en moyenne sur nos mandats compte titre et FID en titre. Je vais laisser la parole à Com sur l'offre Galilée. Merci beaucoup Damien, merci beaucoup Aurélien et René. Afin de compléter juste les propos d'Aurélien et de Damien,
Comme vous le savez sûrement, mais je le rappelle, la création d'alpha dans un portefeuille se fait vraiment grâce aux convictions, grâce à la partie vraiment stratégique d'un portefeuille. En général, 75-80% de l'alpha est créé grâce aux convictions, à la partie stratégique, et 20-25% sur la partie tactique. Alors, tout de suite, le PEA, c'est vraiment une enveloppe qui est parfaite pour le titre vif, même si elle est limitée dans son montant. Au niveau fiscal, évidemment, je ne vous le rappelle pas, mais aussi au niveau réglementaire, puisque dans un PEA, le PEA est fait pour les actions. Donc, du coup, le client, en fait, c'est directement que c'est une poche dynamique. Donc, il n'y a pas de quiproquo par rapport à vos clients. Donc, nous, on n'est pas du tout discriminant concernant les montants, comme vous pouvez le constater, notamment pour les PEA en titre vif action à partir de 60 000. Idéalement, des versements programmés, comme vous le savez, puisque sur 5-10 ans, ça permet vraiment de lisser les points d'entrée. Et évidemment, donc ça fait un support parfait pour préparer la retraite de vos clients. Donc, n'hésitez pas à nous confier en fait les PEA de vos clients. On sera ravis de les gérer sur le très long terme. Alors, souvent, le meilleur moyen en fait de nous tester, de nous connaître mieux, pardon, c'est de nous tester, de tester notre gestion. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour toute question en fait sur notre gestion. Comme vous pouvez le constater, on a de nombreux dépositaires, que ce soit en France, au Luxembourg ou même en Suisse. Donc, on peut vraiment s'adapter à la demande de vos clients. Alors, soit en compte titre, évidemment, mais aussi sous forme de contrat de capi, contrat d'assurance vie. Idéalement, en fait, via des fonds internes dédiés au Luxembourg, puisqu'en fait, c'est vraiment l'idéal en fait pour gérer des poches en gestion titre vif. Les FIT sont vraiment, pour l'instant en France, il n'existe pas d'équivalent. Ils sont vraiment adaptés à la gestion active des portefeuilles. Donc, vous pouvez constater qu'on a de nombreux partenaires en assurance vie. Aujourd'hui, on a 10 assureurs, si je ne me trompe pas, et on en aura d'autres courant de l'année. Pour les FID, donc on le rappelle, on les prend à partir de 125 000 €, qui est le minimum réglementaire au Luxembourg. Concernant les frais, c'est assez simple, puisque nous, on demande juste un incompressible pour la société de gestion. Donc ça, c'est ce qui va être appliqué, c'est-à-dire 0,5% par an concernant la multigestion et 0,6 pour la gestion titre vif, sachant que la gestion titre vif demande beaucoup plus de maintenance en termes de portefeuille, parce que le gérant est vraiment obligé. Il y a plus d'interventions, c'est le concept de la gestion active. On doit être plus proche en fait de nos portefeuilles pour pouvoir réagir par rapport aux événements qui arrivent sur les sociétés, que ce soit un changement de management, que ce soit un changement de la structure d'une société ou tout simplement des résultats ou des perspectives qui changent tout simplement. Alors, juste pour le rappeler, il n'y a pas de frais d'ouverture, pas de frais de surperformance et aucun frais de fermeture. Donc, ça, c'était juste pour le petit rappel. Moi, ce que je vois surtout avec la gestion de titre vif, ce qu'on peut constater, c'est que vous, CGP, vous avez vos clients qui sont en général déjà équipés, voire suréquipés en multigestion, c'est-à-dire en fonds d'investissement. Proposer de la gestion de titre vif, ça permet vraiment de se différencier des concurrents, des réseaux ou même de banques privées assez importantes et renommées sur la place. Pourquoi? Parce que le titre vif, en général, il y a des barrières très, très hautes, c'est-à-dire que même les banques privées de renom les proposent à partir de 1 million, alors de temps en temps 500 000. Nous, on veut vraiment, on souhaite ne pas discriminer et être assez agressif sur notre offre par rapport à ça. Donc, c'est une manière de se différencier par rapport aux concurrents, offrir de la gestion titre vif.
Et aussi, je pense que vous l'avez déjà constaté, plus on va sur un prospect ou un client qui a une surface financière qui est très importante, plus il est déjà en général équipé de fonds d'investissement. Donc, il va être sensible à une offre titre vif pour une partie, c'est-à-dire 5, 10, 15, 20% de son patrimoine. Il va vraiment en fait être sensible à la gestion de titres vifs sur le long terme. Évidemment, je vous le rappelle, plus vous avez du temps, plus ça va être vraiment très important pour créer de l'alpha sur la gestion de titres vifs. Moi, personnellement, j'ai déjà vu des PEA à 1 ou 1,5 million. Idéalement, si vous avez 15, 20, 25 ans devant vous, vous pouvez vraiment faire la gestion de titres vifs. Ça va être très difficile de battre cette performance comparée à d'autres types d'actifs, hein, même comparé à de l'immobilier. Donc, n'hésitez pas. Nos grandes forces, hein, c'est vraiment une équipe de gestion qui est à votre disposition, même pour des prospects. On fait des calls avec des conseillers en gestion de patrimoine sur des prospects pour vraiment rapprocher le prospect de la gestion pour bien qu'ils comprennent ce qu'on va faire avec leur portefeuille. Donc, on les accompagne, même si on a un mandat de gestion, on accompagne vraiment nos CGP. Et on essaie vraiment d'avoir des reportings très détaillés. Donc, on fait des reportings ligne à ligne. Donc, ça vous permet, en fait, même si le client a une question sur un titre précis, vous allez pouvoir, en fait, vraiment lui répondre de manière assez rapide. Donc, voilà, c'était le webinaire sur la gestion de titres vifs. N'hésitez pas à nous solliciter. Peut-être je vais laisser juste la parole à Damien ou à Ronnie s'ils veulent tout simplement clôturer ce webinaire. Oui, avec plaisir. Enfin, on peut prendre peut-être quelques questions. Je ne sais pas, Aurélien, si tu avais l'une ou l'autre question qui sont intervenues ou sur certaines sociétés qu'on pourrait avoir en portefeuille. En tout cas, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter ou par mail et on vous répond avec plaisir. En tant que gérant, là aussi, on essaye d'apporter une valeur ajoutée en étant disponible pour les conseillers et pour les clients. Et pour compléter, je voulais juste dire aussi qu'on peut faire évidemment de la gestion de titres vifs sous forme de fonds dédiés, hein. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter aussi. On le fait déjà en fait pour un conseiller et il en est très satisfait. Damien, une question. Peut-être que ça va activer quelques réactions parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. Quel serait selon toi ton meilleur choix de stock picking sur les portefeuilles titres depuis le début où tu les gères? Depuis le début, je pense que sans hésiter, c'est ASML, qui est le spécialiste néerlandais des machines pour semi-conducteurs, donc fabrique des machines de lithographie qui servent à fabriquer ces semi-conducteurs. Et là où ils sont très forts, c'est sur la technologie de pointe qu'ils utilisent pour répondre à la loi de Moore, hein, qui est la loi de miniaturisation progressive des composants. Et pour aller toujours plus loin, ils ont des services de R&D gigantesques. Donc, c'est une société qui est aujourd'hui quasiment un leader monopolistique sur sa catégorie de Machine Star. Ils sont déjà en train de développer la série supplémentaire, la série qui viendra après. Donc, ça donne une visibilité extrêmement importante à cette société qui pourtant évolue dans un secteur cyclique, même si la demande est en constante augmentation et a probablement été très sous-estimée ces 2-3 dernières années. Ça reste un marché cyclique. Et donc, ASML, pour moi, c'est de l'excellence en Europe. C'est une société de haute technologie qui est capable de rivaliser avec des acteurs américains, chinois ou japonais. Donc pour moi, c'est un des meilleurs choix qu'on a pu avoir. On l'a rentré en 2019 dans les portefeuilles, fin 2019. Donc on a eu depuis déjà une très belle performance et je pense que c'est loin d'être terminé pour cette société-là. Ok. Et est-ce que par parallélisme, tu pourrais nous indiquer éventuellement le moins bon?
Oui, alors ça arrive qu'on se trompe. Hein. Donc sur 25 sociétés en portefeuille, on n'a pas forcément raison 25 fois, mais on peut se tromper. Historiquement, on se trompe peut-être 3, 4, 5 fois sur les 25 sociétés. Donc un autre exemple, alors je citais le cas Orpea, mais on est plutôt sorti sans dommage, donc ça nous a pas posé trop de problèmes. Mais une société comme Worldline qu'on a toujours en portefeuille, qu'on a depuis un certain temps aussi, depuis plusieurs trimestres, et qui l'année dernière a eu une année très difficile. Donc beaucoup de défiance de la part du marché. Donc sur Worldline, il faut voilà, on a passé le cas d'investissement en revue. Et je pense que le marché a été un petit peu trop vigoureux, trop pessimiste sur ce dossier-là l'année dernière, qui a quand même baissé de plus de 45%. Donc, c'est significatif. Et aujourd'hui, les multiples sur lesquels traite la société sont relativement faibles par rapport à son historique et sont assez en ligne avec les concurrents américains qui, je trouve, sont quand même un cran en dessous. Donc, pour moi, le gain d'investissement n'est pas remis en cause. Il y a du potentiel de reprise dans les prochains semestres. Ça va être peut-être un peu long, mais sortir le titre aujourd'hui sur ces niveaux-là, je pense que ce serait une erreur et faire un cadeau aux acheteurs en face. Donc, on maintient la position dans une pondération qui est assez congrue, mais toute augmentation de la visibilité dans les prochains mois pourrait nous faire augmenter un petit peu cette position-là. Ok, peut-être dernière question. Ouais. Le secteur sur lequel on a le plus effectivement eu de performance, de rentabilité. Je pense que c'est le secteur de la santé, notamment sur 2020. Évidemment lié à la crise Covid et la bonne tenue du portefeuille. Alors, on a fait un drawdown quand même de 25% sur mars-avril 2020. Les marchés étaient plutôt à moins 35, moins 37. Donc, on a un petit peu limité la volatilité, mais on a surtout très bien rebondi derrière, puisque des sociétés qu'on avait en portefeuille comme bioMérieux ou Sartorius Stedim ont évidemment, en guillemets, profité de cette crise-là, dans le sens où les commandes des labos pharmaceutiques ont explosé pour leurs produits, et donc les chiffres d'affaires ont été fortement revus à la hausse plusieurs fois dans l'année. Donc ça s'est accompagné par des performances boursières significatives, et donc je pense qu'au global, le secteur de la santé est un des plus gros contributeurs à la performance globale des portefeuilles. Ok, super. Ben, je laisse les questions à d'autres si vous en avez. Sinon... J'ai reçu... Ouais, vas-y. J'ai reçu une question en privé d'un département qui me demandait pourquoi avoir sorti Amazon sur les comptes titres à quelques semaines ou à quelques mois du split de l'action. Oui, alors on l'a sorti pour des raisons de cas d'investissement et de qualité de publication de résultats sur le dernier trimestre. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, Amazon a un parcours boursier assez décevant depuis quelques temps, depuis plusieurs trimestres. Et ce qui est très intéressant en fait chez Amazon, c'est AWS, c'est le cloud, qui est très très rentable. En revanche, la partie retail, c'est anémique. Et donc ça, je pense que c'est un risque assez significatif, qui est sous-estimé par le marché. Et le split en soi ne change rien. Hein. Ça ne change rien pour les porteurs de parts. Ça va tout simplement redonner davantage de liquidité et ça peut probablement booster le titre. Mais donc, d'un point de vue boursier, oui, peut-être que ce sera un catalyseur à la bonne tenue du titre ou à voir à sa progression suite à ce split. Mais ça, pour moi, ça ne fait pas un cas d'investissement. Et le cas d'investissement, je pense qu'il est assez altéré. Et je ne serais pas étonné qu'il split un jour l'activité cloud. Mais en tout cas, voilà, on avait une meilleure opportunité ailleurs. En termes de valo, VE sur EBITDA, c'est pas très cher non plus Amazon. Hein, on est plus sur les multiples qu'on avait il y a quelques années, mais on avait potentiellement d'autres opportunités ailleurs et on lui préfère des sociétés comme Alphabet qui traite à peine sur un 22-23 fois les profits ou un Microsoft qui est ça un peu plus cher, mais qui est vraiment l'acteur best in class. Donc voilà, on a sorti cette société et on a réalloué sur de meilleures opportunités dès lors qu'on en trouve. On a un univers d'investissement de plus de 800 sociétés, donc on a du choix et on trouve régulièrement des cas d'investissement qui nous intéressent.
Parfait, merci beaucoup. Merci à tous. Je vous propose une petite question avant de clôturer, si vous voulez bien. Ouais. Quelles sont les perspectives de hausse pour Schneider Electric? De hausse de chiffre d'affaires, de bénéfices ou de hausse boursière. Bon, c'est quand même assez lié, mais alors je pense que les perspectives peut-être un petit peu revues en baisse à court terme, eu égard au conflit, aux difficultés d'approvisionnement. Donc je ne serais pas surpris que sur les prochains résultats, la guidance soit plutôt dans le bas de fourchette. Mais en tout cas, sur un horizon de temps un peu plus lointain, celui qui nous intéresse à 3-5 ans, je pense que la croissance organique de la société peut être un cran au-dessus de ce à quoi elle nous a habitués précédemment, de l'ordre de 6 à 7% par an, je pense, sur les 3-4 prochaines années, ça peut être faisable pour Schneider Electric, et surtout des relais de croissance dans la transition énergétique qui sont exceptionnels. Donc, pour ces raisons-là, on peut avoir un profil cyclique qui commence un petit peu à diminuer. Et ça, ce sera, je pense, peut-être un catalyseur intéressant à une revalorisation du titre en bourse avec un multiple peut-être qui peut lui être assigné un petit peu plus élevé que ce qu'on a connu sur les 5 dernières années. Super, merci beaucoup Damien pour cette réponse complète. Avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, sinon on va tout simplement clôturer le webinaire. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter. Je dis souvent, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée.